Ici Georges Simard, maire de Dolbeau-Mistassini. Comme vous le savez, le 24 août dernier, M. Richard Garneau et Alain Boivin annonçaient la réouverture tant attendue de notre papeterie. Ai-je besoin de vous dire que nous en sommes très fiers et très heureux? Cet événement historique n'est cependant pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat du travail acharné du comité complexe intégré, formé de représentants syndicaux, de gens d'affaires et du milieu politique. Chacun a su, à sa façon, contribuer au succès de la relance de notre usine. Je profite de cette occasion pour les remercier au nom de l'ensemble de la population de Dolbeau-Mistassini. Aujourd'hui, avec la papeterie Dolbeau, la cogénération Mistassini et la scierie Mistassini, nous pouvons enfin affirmer que nous avons notre complexe intégré. En réunissant ces 3 unités de production, produits forestiers résolus se donnent une plus grande chance de réussite financière et offrent, par le fait même, une meilleure garantie d'emploi direct et indirect à nos travailleurs. Notre mission est donc accomplie et je suis très confiant pour l'avenir de notre ville qui continuera à rayonner sur toute notre collectivité. C'est le commentaire hebdomadaire de notre ami Phil Desgagnés. Salut Phil. Salut Danny. Phil, avant de parler du dossier qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine, je pense que les partisans des Expos, tout comme moi, se rappellent de Pasquale Perez. Il a été, moi quand j'étais jeune, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à suivre avec passion les Expos. Et Pasquale Perez était un lanceur spectaculaire au monticule. On s'ennuyait pas quand il était au monticule. Ah non, il n'y a aucun doute là-dessus. Il a connu... D'ailleurs, le meilleur succès qu'a obtenu Pasquale Perez, c'est avec les Expos de Montréal. Oh oui. À un certain moment, une année, il avait même 7 victoires ou aucune défaite. Effectivement, la façon qu'il se comportait au monticule, la façon également qu'il défiait l'équipe adverse, c'est que ça provoquait presque les joueurs adverses. C'était pas toujours très, très bien accepté au baseball majeur parce que c'est assez traditionnel de ce côté-là. Mais il faut admettre que Pasquale, avec les Expos de Montréal, a connu ses meilleurs moments en carrière. Et malheureusement, ça s'est mal terminé avec les Yankees de New York. Mais avec les Expos, dans l'ensemble, on peut dire qu'il a livré la marchandise du côté des Expos de Montréal. Tu t'ennuyais pas. Perez, c'était un excellent... Non. Il était spectaculaire. Il était dans le langage des Américains, il est très, très hot dog, là. Il en mettait plus que le client en demande. Il était vraiment avec sa balle arc-en-ciel également et tout, là. Non, ça a été, avec les Expos de Montréal, des bons moments pour Pasquale Perez. Mais on dit qu'en dehors du terrain, c'est un homme tellement indiscipliné, tellement imprévisible que malheureusement, bien, sa carrière ne s'est pas bien terminée. Tu te rappelles-tu, Phil, quand il regardait au premier but, il regardait entre les jambes? Bon, oui. Hey, non, écoute, il faisait des choses que les autres ne faisaient pas, là. C'est un peu pourquoi tout le monde le trouvait spectaculaire, sauf que les joueurs n'appréciaient pas toujours son comportement et sa façon de faire. C'était drôle pour les spectateurs, mais souvent les joueurs trouvaient que ça manquait de respect, manquait de décorum. Puis il n'y avait pas tout à fait tort. On sait que le baseball est un sport très traditionnel, avec beaucoup de décorum, mais de moins en moins aujourd'hui, on pourrait avoir une chose comme ça. J'ai l'impression que ce serait pas très apprécié de la part des joueurs. Puis ça n'était pas également dans le temps de Pasquale Perez. Il y avait Billy qui était un phénomène, mais Perez, avec sa balle arc-en-ciel, qui lançait à peu près 3-4 fois par match, les frappeurs avaient de l'air fou à tout bout de champ. Ah non, c'était spectaculaire. Phil, ce qui a marqué l'actualité cette semaine, c'est une balloune qui a dégonflé hier soir, je pense, puis comme il faut, Georges Larac, que j'avais pris le matin même au FM 93, puis rien n'indiquait qu'elle allait démissionner le soir. Puis finalement, on apprend ce soir que finalement, il quitte l'association des joueurs. Georges, je m'excuse, il commence à perdre la crédibilité pas mal. Il était à TVA Sport, il était au syndicat, il était dans le Parti vert. Maintenant, je sais pas, là. Écoutez, c'est des choix que Georges fait. Moi, je respecte ses choix, sauf que il n'y avait peut-être pas le bon choix à faire dans l'association des joueurs. Il a été le porte-parole de l'organisation. Il dit qu'il n'y avait pas les éléments nécessaires. Son entourage n'était pas nécessairement adéquat non plus. Ça a été vraiment, je pense, pendant 2 semaines de temps, là. Mais il faut admettre que les médias ont travaillé très fort dans ce dossier-là. C'était nébuleux. Moi, la Ligue canadienne de hockey, pour être au bureau du gouverneur de la Ligue, on était prêt à recevoir. On n'a jamais reçu de demande de rencontre, même s'il dit qu'il ne... moi, M. Courteau m'a dit qu'il n'y avait pas eu de demande de rencontre. Même chose pour M. Branch. Et à chaque fois, on disait, oui, mais c'est qui derrière l'association? C'est qui le personnage? Quel organisme qui est derrière? Est-ce que vous êtes légal?
Tout était nébuleux dans cette organisation-là. Eh bien, à force de travail, puis à force de chercher, puis à force de travailler les dossiers, les journalistes de TVA Sport, des journalistes de TSN ont monté un dossier qui fait qu'hier soir, eh bien, dans le cas de M. Larac, il n'avait pas le choix. Il se retrouvait presque tout seul à bord de la barque, donc il a décidé de démissionner. On se rappelle que dans l'avant-midi, son bureau d'avocat en Alberta avait décidé de désister du dossier. Quelques heures plus tard, c'est des avocats d'un groupe d'avocats conseil de Montréal qui se retiraient également du dossier. Et là, je pense que Georges voyait tout simplement que, malheureusement, il se retrouvait tout seul à bord de ce bateau-là, puis il a décidé tout simplement de dire, moi, j'abandonne également. Maintenant, il dit qu'il va transférer le dossier à des organismes mieux organisés, mieux structurés, puis capables de faire face à la situation. Moi, je continue de prétendre, puis les ligues canadiennes de hockey prétendent qu'on est capable de donner l'encadrement, on est capable de faire fonctionner les jeunes à l'intérieur. Les jeunes vivent de belles expériences dans leur hockey junior canadien. Les jeunes également ont une opportunité exceptionnelle de pouvoir étudier, poursuivre leur passion de jouer au hockey, puis d'être repêchés également dans la Ligue nationale de hockey. C'est le but que les jeunes poursuivent au départ. Ouais. Puis dans l'ensemble, il faut dire que les ligues remplissent bien leur mandat de ce côté-là. Mais Phil, je prenais Georges hier matin au FM 93 dans une entrevue que donnait Sylvain Bouchard et Régent Tremblay. Il parlait de c'était pas pour l'argent que les jeunes voulaient un peu syndicaliser, c'est pour la formation et également l'éducation, d'avoir un meilleur encadrement au niveau d'éducation. Est-ce que toi, tu gravites de très très près auprès des Saguenayens? Est-ce que tu penses que les jeunes, je pense que c'est je vais vous donner des exemples. Nos joueurs vont tous à l'école. Ouais. Leurs études sont payées, leurs livres, le matériel scolaire est payé. L'année dernière, l'ancienne organisation des Saguenayens, parce qu'elle est allée loin en séries éliminatoires, malheureusement, il est arrivé des périodes d'examen, les joueurs avaient un peu de difficulté. L'organisation en place, à ce moment-là, a déboursé au-delà de 10 000 $ en frais de professeurs pour faire du rattrapage au niveau des élèves, pour compléter leur année scolaire, compléter leurs études au niveau du cégep. On leur donne également une opportunité d'avoir, la semaine dernière, parti dans les Maritimes, il y a un enseignant qui les accompagne partout. Dans l'encadrement des joueurs, la Ligue junior majeure du Québec a une femme qui est en permanence au niveau des équipes pour le scolaire, pour aider les étudiants. On a également, exemple, strictement au niveau de l'organisation des Saguenayens, 4 personnes qui sont des personnes responsables au niveau des joueurs, au niveau du travail scolaire. Il y a quelqu'un qui est responsable au niveau des écoles secondaires, un autre qui s'occupe du dossier du cégep. Il y a quelqu'un même qui est libéré à 25% par le cégep que les Saguenayens s'occupent de rémunérer pour également aider les organisations. Donc, on fait ce qu'il faut, je pense, au niveau des études pour que les jeunes réussissent, que les jeunes performent. Et l'année dernière, la Ligue junior majeure du Québec a déboursé en bourse d'études universitaires, bien, à des joueurs qui n'évoluent pas dans le circuit, au-delà d'1,5 million de dollars qui ont été donnés à des joueurs pour poursuivre leurs études dans les universités canadiennes et québécoises. Phil, il y a pas de doute là-dessus, sauf qu'il y a aussi je pense, le niveau salaire. Tantôt, je parlais à quelqu'un, parce que je peux pas faire autrement, je suis un amateur de football et je suis la NCAA. La NCAA, les stades sont pleins, des gros contrats de télévision, je parle de football, les joueurs sont pas payés. Je disais à mon collaborateur de football, il faudrait que ces jeunes-là soient payés. Par contre, il disait, la Ligue junior majeure du Québec, il devrait quand même, ça fait 30 ans que ça n'a pas augmenté. Guy Lafleur doit gagner 50$, sans passer au salaire minimum comme certains rumeurs mentionnaient. Est-ce que tu penses qu'on pourrait quand même augmenter un peu, majorer un peu, pour que les jeunes aient quand même un petit peu d'argent de poche, là? Écoute, je vais te donner un exemple. Le jeune qui vient à Chicoutimi, qui vient jouer les Saguenayens, il paye pas aucun frais de déplacement. On leur donne un bon d'essence de 35$ par semaine pour se déplacer avec leur véhicule. Les jeunes ont également une pension qui coûte au-delà de 100$ par semaine pour les nourrir dans des maisons où des gens sont très bien accueillis, très bien nourris et très bien servis par ces gens-là. Ils vont à l'école, ils vont au cégep, ils ne payent pas de frais de scolarité, ils ne payent pas de matériel scolaire, ils ne payent rien. Les joueurs vont avec les Saguenayens un peu partout à gauche et à droite. On leur fournit souvent des vêtements de l'équipe pour représenter la formation. Écoute, je peux comprendre que 35 ou 40$ par semaine. Moi, j'ai eu des filles qui sont allées à l'université pendant des années.
et tout ce qu'ils avaient, c'était rien. C'était les parents qui devaient payer pour fournir l'argent nécessaire. Moi, je pense que de ce côté-là, on évalue en moyenne, je dis bien en moyenne, entre 25 et 30 000 par année, chaque joueur coûte à l'équipe. Là, on parle, tu sais, si tu es un jeune qui va à l'université, puis décide de pratiquer un sport, souvent, faut que tu payes ton équipement, faut que tu payes ton transport, faut que tu payes tes déplacements, alors que du côté des Saguenayens, patins fournis, bâtons fournis, équipement fourni, tout est fourni. Donc, le jeune, tout ce qu'il a à faire, le 45 ou 50 par semaine qu'il reçoit, ce sont ses dépenses personnelles qu'il reçoit de la part de l'équipe. J'ai posé la question à Anthony Marcotte cette semaine, le descripteur des Phoenix. C'est eux qui ont été syndicalisés premiers. Est-ce que c'est pas un hasard par rapport que c'est une équipe d'expansion, beaucoup de joueurs rejetés par les autres formations? Penses-tu que moi, je trouve que ça fait bizarre que c'est la première équipe qui a été accréditée ou encore qui ont accepté l'arrivée du syndicat dans les Ligue majeure du Québec? Tu trouves pas ça bizarre un peu? Peut-être que peut-être que le fait de ce que tu dis est peut-être vrai. Je sais pas, on n'a pas évalué. Sauf que il y avait 5 joueurs de 20 ans, il y en a seulement que 3 dans d'autres formations. Peut-être que c'est un des éléments. Mais également, ça dépend également sur quel côté qu'il leur a été présenté. De ce que j'ai appris par des médias qui ont travaillé très fort sur le dossier, c'est qu'on a dit aux jeunes, vous êtes la dernière équipe à vouloir se syndiquer. Tous les autres ont déjà signé. Si c'est vrai qu'on a se servi de cet argument-là pour le faire signer, moi je pense que c'était pas nécessairement la bonne formule. Là, aujourd'hui, les jeunes se retrouvent devant dire, écoute, ils nous ont fait des fausses promesses, ils nous ont fait croire des choses qui n'étaient pas vraies. Je le sais pas, j'étais pas dans la salle quand ça s'est fait. Mais au moment où on se parle, écoute, c'est la rumeur qui a le fait qu'on avait dit à cette équipe-là, vous êtes les derniers, ailleurs tout le monde a signé. Malheureusement, ça a peut-être mal pris de ce côté-là. Mais je pense pas nécessairement que c'est une équipe d'expansion. Peut-être également, il y a moins d'appartenance. Je ne sais pas, là. Ouais. Je peux pas évaluer. Mais, effectivement, c'est une possibilité qu'ils prenaient une équipe d'expansion, qui avait peut-être moins d'unité, moins de joueurs qui étaient habitués de vivre ensemble depuis quelques années. Je ne le sais pas, là, je peux pas te dire là-dessus. OK. Phil, un gros merci, puis on se reparle vendredi prochain dans le cadre de la chronique. Merci, Merci. Voilà, donc c'était Phil Desgagnés, l'actualité sportive.